Ma mère m'a mise à la porte avec mon enfant de 2 ans jusqu'à ce que je présente mes excuses à ses chouchous, ma sœur et sa fille. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement rapporté l'incident à ma grand-mère. Et ce qui s'est passé le lendemain a bouleversé leur vie. J. M. Appel, Anthea. Si je vous racontais tout ce que j'ai enduré sous le toit de ma mère, vous vous demanderiez sans doute comment j'ai fait pour tenir le coup. Tout a commencé quand mon mari m'a quitté. Il a disparu un après-midi, laissant un mot plié près de l'évier, comme un simple mémo. Aucune explication, aucun au revoir à notre fille. J'ai appelé son téléphone sans cesse et finalement, il m'a envoyé un SMS disant qu'il était amoureux d'une autre, une femme rencontrée lors d'un voyage au Mexique. Elle s'appelait Gabriela. Il disait se sentir vivant à ses côtés, comme s'il était né de nouveau. Pendant ce temps-là, je me retrouvais avec un petit qui me cramponnait à mes couches pour payer le loyer et un frigo avec une demi-bouteille de ketchup et un œuf. J'ai appelé ma mère. Elle m'a dit que je pouvais rentrer à la maison le temps que je trouve une solution. Il avait l'air compatissant, mais j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû me souvenir comment les choses avaient toujours été. Ma sœur Amanda était sa fierté, sa joie, et la fille d'Amanda, Lucie, était traitée comme une enfant prodige descendue du ciel. Peu importait ce qu'elle faisait. Ma mère les traitait comme si elles étaient intouchables. Alors, je suis retourné vivre chez elle. Je n'avais pas le choix. Les premières semaines se sont bien passées, surtout parce que je restais discrète et que je m'occupais de tout. La vaisselle, le linge, les repas, les courses. Ma mère faisait des remarques, toujours sur le ton de la plaisanterie, comme si je profitais de la situation et qu'elle espérait que je ne comptais pas m'installer définitivement. Amanda me regardait à peine, sauf quand elle avait besoin de quelque chose, généralement une babysitter pour Lucie. C'est ainsi que je suis devenu l'aide invisible et gratuite. Et ma propre fille, elle a remarqué à peine. Un jour, Amanda a dit à Lucie de ne pas jouer avec elle parce qu'elle ne voulait pas qu'elle prenne de mauvaises habitudes. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire. La situation a empiré avec le temps. Si jamais je laissais une assiette dans l'évier, je la retrouvais sur mon lit en rentrant. Ma fille a un jour renversé du jus sur le tapis et ma mère s'est emportée si fort qu'elle lui a fait peur. Elle est restée muette pendant 2 heures. Elle a commencé à se réveiller en pleurs au milieu de la nuit. J'ai essayé d'en parler à ma mère. Elle m'a dit que j'étais trop sensible. Puis il y a eu l'histoire du yaourt. Amanda avait acheté un paquet de yaourts à la fraise, les préférés de Lucie, et les avait laissés dans le frigo. Lucie m'en a demandé un et je le lui ai donné. Grosse erreur. Amanda est rentrée en hurlant, disant que je nourrissais sa fille sans permission et à un rire que je lui volais ses courses. J'ai dit que ce n'était qu'un yaourt et que Lucie l'avait demandé, et ma mère a explosé. Elle m'a dit que j'étais ingrate, que je commençais à me comporter comme si la maison m'appartenait. Puis elle a dit la chose qui a tout fait basculer en moi. Tu t'excuses auprès d'Amanda et de Lucie ce soir, ou tu dégages. Je ne l'ai pas fait. Je n'en étais pas capable. Pas après m'avoir traité comme une étrangère dans ma propre famille. Alors elle a pris des sacs poubelles, y a fourré mes vêtements, a réveillé ma fille qui dormait et nous a mises toutes les deux dehors. Il était 23h40. Ma fille était pieds nus. Je l'ai enveloppée dans une couverture et je suis resté sur le perron tandis que la porte se refermait derrière nous. Pas d'adieu, pas de remords. Je n'ai pas pleuré. J'ai appelé ma grand-mère. Et le lendemain, tout a changé. Pas seulement pour moi, mais pour eux tous. Je ne m'attendais pas à ce que ma grand-mère réponde. Rire. Il était presque minuit, et elle se couche tôt. J'étais déjà en train de répéter mentalement un message vocal, essayant de trouver comment expliquer pourquoi j'étais dehors avec une petite fille pieds nus, quand j'ai entendu sa voix. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Je lui ai tout raconté dans l'ordre où les choses m'étaient venues. Les cris, les menaces, ma fille qui tremblait dans mes bras pendant que ma mère fermait la porte à clé. Quand j'eus fini, il y eut un long silence. Puis elle me demanda où j'étais. Je lui dis que j'étais sur le parking d'un supermarché à quelques rues de là, assise dans ma voiture, chauffage allumé. Elle me dit de rester là et de laisser le moteur tourner. Puis elle raccrocha. J'ai passé la nuit dans cette voiture. Rire. Ma fille finit par s'endormir vers 2 heures du matin, blottie contre moi sur la banquette arrière. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de ma mère me fourrer ses sacs poubelles dans les bras comme si elle jetait les ordures. Un peu après 7 heures, mon téléphone sonna. C'était encore ma grand-mère. Elle me dit de rentrer à la maison. Je lui dis que je ne pouvais pas. Elle insista, et c'était tout. Quand je suis arrivé dans l'allée, sa voiture était déjà là, garée juste devant. Rien que ça, j'ai eu la nausée. Ma grand-mère ne débarquait jamais à l'improviste,
Jamais. Je suis entré en tenant la main de ma fille, me préparant à une nouvelle dispute. Mais la maison était différente, trop silencieuse. Ma mère était assise à la table à manger, les bras croisés. Mon père se tenait près du couloir, l'air perdu. Amanda était sur le canapé, absorbée par son téléphone, comme si de rien n'était. Ma grand-mère se tenait au milieu du salon. Elle ne criait pas, c'était le plus effrayant. Elle a posé une simple question à ma mère. Pourquoi as-tu mis ma petite fille et son enfant à la rue hier soir? Ma mère a commencé à s'expliquer, parlant d'irrespect, de limites, de la façon dont j'essayais de m'approprier la maison. C'est alors que ma grand-mère l'a interrompue. Elle a rappelé à tout le monde que la maison n'appartenait pas à mes parents, qu'elle ne leur avait jamais appartenu, qu'elle l'avait achetée avec son propre argent et qu'elle les avait laissés y vivre parce qu'ils étaient de la famille. Puis elle m'a regardé et m'a dit de m'asseoir. Elle a dit que les choses allaient changer immédiatement, que personne ne méritait le confort dont jouissait une mère et son enfant après les avoir mis à la portant. Pleine nuit. Elle a exigé que mes parents lui donnent leur carte bancaire sur le champ. Elle a déclaré qu'elle ne financerait plus ceux qui abusaient de sa générosité. Amanda s'est mise à pleurer, m'accusant de la manipuler. Ma mère a dit que je détruisais la famille. Ma grand-mère n'a pas réagi. Elle leur a donné 30 jours pour partir. La pièce a explosé. Ma mère a supplié. Mon père a essayé de raisonner. Amanda m'a accusé d'avoir tout manigancé depuis le début. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement serré ma fille dans mes bras et j'ai vu ceux qui m'avaient gâché la vie réaliser d'un coup qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, tout le quartier était au courant. Je ne sais pas si c'est Amanda ou ma mère qui a commencé à appeler les gens, mais quelqu'un l'a fait, c'est certain. À 9 heures, je recevais des SMS de cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, me demandant si c'était vrai que ma grand-mère avait mis tout le monde à la porte et avait pris mon parti. Ils ne l'ont pas dit gentiment. Ils ont laissé entendre que j'avais semé la zizanie par plaisir. Mais ce n'était pas ce qui m'importait. Je venais d'emménager dans la chambre à l'étage avec ma fille, celle qu'Amanda s'était appropriée depuis la fac. Grand-mère m'avait dit de la prendre, que j'avais besoin d'espace, d'intimité et d'une porte qui fermait à clé. Amanda avait dû déménager dans la minuscule chambre d'amis. C'est là que les choses ont dégénéré. Ma mère essayait de faire comme si de rien n'était. Elle continuait à faire des muffins et à les laisser traîner sur le comptoir, comme si ça allait arranger les choses. Mon père restait silencieux, se cachant la plupart du temps dans le garage. Mais Amanda était furieuse. Elle arpentait la maison comme une locataire à qui on vient de donner congé, ce qui, à vrai dire, était un peu le cas. Puis, la surprise est arrivée. 2 jours plus tard, ma grand-mère a fait une annonce. Elle avait décidé de me céder une partie de la propriété. C'était comme une bombe. Elle a dit qu'elle mettait mon nom sur l'acte de propriété. Non pas parce que je l'avais demandé, mais parce qu'elle voulait clarifier qui était le bienvenu et qui ne l'était pas. Elle a dit qu'elle avait passé des années à voir ma mère et Amanda marcher sur les autres en prétendant que c'était juste des histoires de famille. Elle en avait marre. Ma mère a pâli. Amanda a juré de contester. Elle est montée en trombe et a claqué la porte comme si elle avait de nouveau 13 ans. Mon père n'a même pas sourcillé, il est juste sorti et a tondu la pelouse pour la 3e fois de la semaine. Mais ce n'était pas le plus faux. Ce soir-là, l'ex d'Amanda s'est présenté à la porte. Elle ne l'attendait pas. Personne ne l'attendait. Il avait Lucie avec lui, son sac à dos, sa couverture, tout. Il a dit qu'Amanda lui avait refilé la fille le mois dernier et qu'elle l'avait à peine appelée. Il a dit qu'il ne voulait pas la garde exclusive, mais qu'il ne laisserait plus sa fille être mêlée à leurs histoires de famille. Amanda a refusé de reprendre Lucie. Elle a dit qu'elle n'était pas dans un état d'esprit normal. Me voilà donc avec mes 2 petites filles endormies dans la même chambre, ma sœur pleurant dans la salle de bain, car tout ce sur quoi elle avait bâti sa vie s'effondrait et personne ne se précipitait pour la secourir. Ma mère, elle, pensait encore que ce n'était que temporaire. Elle pensait encore que grand-mère changerait d'avis. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. À la fin de la semaine, elles étaient parties. Les choses ne se sont pas passées comme je l'avais imaginé. Pas de dispute, pas de valises jetées sur la pelouse, juste un camion de déménagement gris dans l'allée, un dimanche matin tranquille. La porte d'entrée s'ouvrait et se fermait au fur et à mesure que les cartons étaient emportés un à un. Amanda portait des lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Ma mère évitait de regarder par les fenêtres. Mon père gardait la tête baissée tout le temps, comme s'il obéissait aux instructions. Grand-mère se tenait à côté de moi sur le perron, les bras croisés, sans dire un mot, sirotant son café comme si c'était un dimanche ordinaire. Elle n'avait rien besoin de dire.
Nous savions toutes les deux que ce n'était plus seulement une question de maison. C'était des années de dégâts accumulés qui finissaient par nous rattraper. Amanda fourra un dernier sac sur le siège passager et claqua la portière. Le siège auto de Lucie était toujours à l'arrière. Pas un mot de sa part. Pas un coup à la porte pour dire au revoir. Rien. Elles sont parties sans se retourner. Plus tard dans la journée, j'ai découvert où elles étaient allées. Un 2 pièces en location à la périphérie de la ville, coincé entre un bureau de change et un pressing fermé. Le nom d'Amanda ne figurait même pas sur le bail. C'était mon père qui l'avait signé. Son crédit avait trop souffert, surtout à cause de ses achats inconsidérés et de ses prétextes pour rejeter la faute sur les autres au moment des factures. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que Lucie n'est pas partie avec elle. Elle est restée avec moi, et elles ne se sont pas disputées. Au début, elles ont prétexté qu'il valait mieux qu'elle reste dans un endroit stable, qu'Amanda avait besoin de temps pour se remettre sur pied, qu'elle ne voulait pas la perturber pendant cette transition. Mais les semaines ont passé. Aucun signe de leur retour. Amanda m'envoyait de temps en temps un texto. « Tu peux t'assurer qu'elle mange des encas sans gluten? Ne la laisse pas dormir après 9 heures. Ça te dérange de lui couper les ongles ?» C'était tout. Rien sur son état. Rien sur le fait qu'elle lui manquait. Et Lucie, elle ne leur a jamais rien demandé. Pas une seule fois. La maison était calme pour la première fois depuis des années. Le matin, je mettais de la musique pendant que je préparais le petit déjeuner, et ma fille dansait dans la cuisine. Lucie a commencé à l'imiter, à tourner sur elle-même en chaussettes. Je les entendais rire à l'étage en jouant au cube ou en essayant de construire une cabane avec des coussins. J'aurais dû avoir l'impression d'avoir gagné, d'avoir repris ma vie en main. Mais ce n'était pas le cas, pas complètement. Parce que même si elles méritaient ce qui leur est arrivé, et au fond, je le crois encore, je n'arrivais pas à me débarrasser de la culpabilité. J'ai repensé à l'expression sur le visage de ma mère le jour où grand-mère lui a remis l'avis d'expulsion. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait rompu tous les ponts et qui ne comprenait pas comment c'était arrivé. Puis, comme si l'univers voulait me mettre à l'épreuve, Lucie est tombée malade. Une légère fièvre qui s'est transformée en toux, puis en frisson. Ça a été brutal et soudain. Je l'ai emmenée aux urgences, j'ai veillé toute la nuit à la soutenir pour qu'elle puisse mieux respirer. Assise à son chevet avec un gant de toilette humide, je prenais sa température toutes les heures. J'ai envoyé un message à Amanda. Rien. Le lendemain, j'ai réessayé. Elle a répondu 6 heures plus tard. Et c'est un humidificateur. C'est ce que je fais. Et c'était tout. Le lendemain matin, j'ai appelé grand-mère et je lui ai demandé si elle pouvait me rejoindre à la banque. Je lui ai dit que je voulais les aider. Non pas parce qu'ils l'avaient mérité, non pas parce que je pensais qu'ils allaient changer, mais parce que je ne voulais plus porter ce fardeau. Je ne voulais pas devenir comme eux, froide, amère, attendant que quelqu'un échoue pour pouvoir dire « Je te l'avais bien dit ». Grand-mère m'a regardé en silence un instant, puis a hoché la tête. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là et j'ai retiré 10 000 $. Toutes mes économies. Grand-mère a ajouté 10 000 $ et me les a remis dans une simple enveloppe. Donne-leur. Pas de leçons, pas de conditions, mais n'attends pas de gratitude non plus. Elle avait raison. J'ai déposé l'enveloppe moi-même. Mon père a ouvert la porte. Amanda était en retrait, les bras croisés, évitant mon regard. Ma mère a pris l'enveloppe sans demander ce qu'elle contenait. Elle l'a ouverte sur le champ. Son regard a parcouru les billets et elle a simplement dit « Ça devrait t'aider ». Puis elle a refermé la porte. Pas de merci, pas d'excuses, juste le silence. En retournant à ma voiture, je me sentais bizarre. Ni en colère, ni soulagé, juste épuisé. Après ce jour, leur silence a été total. Plus de messages, plus de remerciements gênés, plus de photos de Lucie ni de nouvelles. C'était comme s'ils avaient pris l'enveloppe, pris l'argent et s'étaient lavé les mains. Comme si elle ne me devait plus rien. Pas un mot d'Amanda, pas un murmure de ma mère. Et honnêtement, c'était paisible. Mais la paix a cette étrange façon de laisser place à des choses inattendues. Une fois la tension retombée, j'ai commencé à entendre mes propres pensées plus clairement. Et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré le cœur. Je ne voulais pas non plus vivre dans cette maison pour toujours. Même sans elle, même sous la protection de grand-mère, c'était toujours leur maison dans ma tête, toujours hantée. Chaque couloir renfermait un souvenir que je préférais oublier. Je voulais un endroit à moi. Un lieu sans cri, sans porte qui claque, sans frontières invisibles entre ceux qui comptaient et ceux qui ne comptaient pas. Un soir, après que les filles se soient endormies, je l'ai dit à grand-mère. Nous étions assises dehors, sur les marches de derrière.
L'air était lourd et chaud, de cette chaleur qui persiste longtemps après le coucher du soleil. Je n'avais rien préparé. Je l'ai juste dit. Je crois que je veux partir. Elle m'a regardé un instant, puis elle sourit comme toujours, quand elle a déjà 5 coups d'avance. Bien. Je me demandais quand tu allais t'en rendre compte. J'ai ri, mais elle n'était pas sarcastique. Elle m'a dit qu'elle avait déjà commencé à mettre de l'argent de côté pour m'aider quand je serais prête. Elle a dit qu'elle paierait mon loyer la première année et qu'elle m'aiderait pour la garde d'enfants afin que je puisse recommencer à travailler. Elle voulait que je me construise quelque chose de stable, de sain, quelque chose qui ne porte pas le poids des mauvaises décisions des autres. J'ai commencé à chercher le lendemain. En 2 semaines, j'ai trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville. Rien de luxueux, mais il y avait 2 chambres neuves, une rue tranquille et un petit patio qui semblait être une promesse. Je n'ai dit à personne où j'allais. J'ai juste fait mes valises, vidé la chambre qu'Amanda considérait comme la sienne et je suis parti. Sans drame, sans adieu. Le jour même où j'ai eu les clés, grand-mère a pris les choses en main. Elle a convoqué une réunion de famille sans moi et a tout mis au clair. Elle leur a dit que je partais, non pas parce qu'ils avaient gagné, mais parce que j'étais devenue trop grande pour ce bazar. Elle leur a précisé que la maison resterait dans la famille, mais pas à leur nom. Elle lui appartenait toujours, et tant qu'ils voudraient y vivre, ce serait à ses conditions. Fini les crises de colère, fini les jeux de pouvoir, fini de traiter la maison comme un trône. Elle a conclu la conversation par une phrase inattendue. Antia t'a donné une chance de repartir à zéro, malgré tout. Ne la fais plus jamais honte. Et voilà, ils sont revenus. Ma mère, Amanda, mon père, tous de retour, la queue entre les jambes. Non pas par envie, mais par obligation. Le loyer qu'ils payaient les empêchait de faire le plein de leurs maigres économies. Amanda a ravalé assez, feared. Ma mère est restée silencieuse. Mon père a suivi, comme d'habitude. Lucie est revenue aussi, mais seulement à temps partiel. Elle s'était habituée à la vie avec nous, avec ma fille et moi. Et maintenant, elle allait devoir passer d'une maison à l'autre, chose qu'aucun enfant de 4 ans ne devrait avoir à faire. Mais au moins, cette fois-ci, on ne l'ignorerait pas. Le jour où je l'ai déposée, elle m'a serré fort dans ses bras, puis est rentrée en courant comme si de rien n'était, comme si c'était toujours sa maison. Et peut-être, d'une étrange façon, que c'était encore le cas. Mais moi, ce soir-là, j'ai fermé la porte de mon nouvel appartement à clé, seule, ma fille endormie au bout du couloir. Et j'ai enfin eu l'impression que ma vie commençait. La vie ne s'est pas arrangée comme par magie dès que j'ai déménagé. Il y avait encore des nuits où je restais éveillé, fixant le plafond, écoutant le ronronnement du réfrigérateur, me demandant si j'étais vraiment prête à affronter ça toute seule. Il y avait des matins où ma fille renversait ses céréales partout. Et je sentais cette vague de panique familière m'envahir. Mais la différence, c'était ceci. Personne ne criait. Personne ne claquait les portes. Personne ne me faisait sentir que la moindre erreur me valait d'être à la porte. Le calme n'était plus menaçant. Il était doux. J'ai trouvé un petit boulot à temps partiel à l'accueil d'une clinique. Ce n'était pas un travail de rêve, mais c'était le mien. Ma grand-mère s'occupait de ma fille sans poser de questions. Elle n'a jamais agi comme si elle me sauvait. Elle était toujours là quand elle disait qu'elle viendrait et me traitait comme une adulte qui méritait de l'aide et non comme quelqu'un qui lui devait quelque chose. Petit à petit, ma fille a changé. Elle ne pleurait plus quand la lumière s'éteignait le soir. Elle a recommencé à faire ses nuits. Un soir, elle a dévalé le couloir en riant et a crié. « Ici, c'est notre maison, maman. Pas celle de grand-mère, ni celle de personne d'autre, la nôtre. » J'étais anéanti. Quant à mes parents et Amanda, ils sont restés exactement les mêmes, juste plus bruyants en ligne et plus discrets dans la vraie vie. Amanda publiait des citations vagues sur la trahison et la loyauté. Ma mère a raconté sa version des faits à la famille, en omettant le passage où elle avait enfermé sa petite fille dehors la nuit. Ils sont retournés vivre dans la maison, mais ce n'était plus pareil. Les règles de grand-mère étaient devenues strictes. Plus de contrôle, plus de drame, plus de prétention à posséder ce qui ne leur appartenait pas. Ils étaient amers. Et pour une fois, cette amertume ne m'atteignit pas. Les mois passèrent. J'arrêtai d'attendre des excuses. J'arrêtai res sasser, les vieilles disputes. J'arrêtai d'imaginer ce que j'aurais dû dire. Le poids que je portais depuis des années se relâcha peu à peu. Un après-midi, grand-mère arriva avec les courses, comme toujours. Avant de partir, elle me tendit une pile de papiers pliés. Elle n'expliqua pas grand-chose, me disant simplement de les lire quand j'aurais le temps.
C'était son testament mis à jour. La maison était à mon nom, sans condition ni partage. Mais ce n'était pas cela qui me fit trembler. C'était la page suivante, un compte d'épargne au nom de ma fille. Grand-mère y avait discrètement déposé de l'argent, mois après mois. Elle avait écrit un petit mot en bas. Elle disait vouloir qu'au moins un enfant de la famille grandisse avec des choix, et non dans la peur. Je ne pleurais pas. Je suis restée assise là, longtemps, ces papiers à la main, une sensation de calme envahissant. Il m'arrive encore de retourner dans cette vieille maison. Lucie accourt vers moi avec des dessins et des histoires, toujours prête à partir quand l'heure est venue. Mes parents sont polis maintenant. Amanda m'ignore presque complètement. Ça me va. Quand je m'éloigne en voiture, je ne ressens plus de colère. Je ne ressens plus de culpabilité non plus, car je comprends maintenant. Je n'ai détruit la vie de personne. Ils l'ont fait eux-mêmes, bien avant que je ne passe ce coup de fil. Je n'ai fait que survivre assez longtemps pour choisir une vie meilleure. Et ce petit appartement, avec ses meubles dépareillés, ses jouets éparpillés sur le sol et ses nuits paisibles, me semble enfin